Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur la toile. On s'intéresse aujourd'hui au chef-d'œuvre absolu de John Carpenter, The Thing, et à tout l'univers de la créature, suite à l'annonce en début d'année d'un remake chapeauté par Jason Blum, et qui se voudrait, selon ses dires, plus fidèle à l'œuvre originale de John Campbell. Telle que redécouverte dernièrement dans une version un peu allongée, on a redécouvert des pages à ce récit. Et on va parler de tout ça dans cette émission. Alors, est-ce que c'est une bonne idée qu'un remake du chef-d'œuvre de Carpenter? Franchement... vous connaissez sans doute déjà mon point de vue sur la question, mais cette émission, ça sera l'occasion de nous faire un petit historique de tout ça. Faut savoir que la créature apparaît en 1938 dans les pages d'un petit magazine de SF, et cette nouvelle, on la doit à John W. Campbell, qui la publie sous le pseudonyme de Don Stewart dans les pages d'Astounding Science Fiction. C'est un magazine avec plusieurs écrivains de science-fiction qui viennent proposer quelques nouvelles, des gens pas très connus. La nouvelle ne fait même pas la couve du truc. Elle apparaît dans les pages en toute discrétion, ceci dit, elle va acquérir petit à petit une véritable aura. Il y a des temps de passage sur l'histoire de la créature, parce que la nouvelle est publiée en 38 sous une forme d'une nouvelle de 12 chapitres, et puis plus tard, elle va passer à 14 chapitres, quand elle va être réintégrée dans des best-of, des nouvelles de Campbell. Il y a même des récompenses qui pleuvent, hein. En 1973, la guilde des écrivains de science-fiction américains lui attribue un titre genre la plus belle histoire ou la plus grande histoire de SF jamais racontée. Rien que ça, entre-temps, la nouvelle est devenue The Thing from Another World. Et en 2019, donc tout récemment, John Gregory Bettencourt retrouve des pages de manuscrits. Alors il faut savoir qu'il retrouve ça dans des cartons de manuscrits envoyés par Campbell à l'université de Harvard, et qu'il retrouve des manuscrits obscurs titrés Pandora, Frozen Hell, et en fait il se rend vite compte que ce ne sont ni plus ni moins que des pages perdues du récit original. Alors pages perdues, pas vraiment, en réalité c'est John Campbell lui-même qui avait un peu taillé dans l'art, qui avait un peu resserré son récit. Il s'agit surtout en gros de temps d'exposition supplémentaire accordé au personnage. On rajoute surtout un chapitre en début de récit. La nouvelle est donc un peu plus longue, mais fondamentalement, elle ne change pas beaucoup. Je vais vous préciser un truc, je l'ai lu, cette nouvelle, Frozen Hell, qui vient de sortir, à savoir que je l'avais déjà lu, Who Goes There, il y a bien longtemps. J'avais trouvé ça très sympa, comme ça. Là, je l'ai relu, j'ai toujours trouvé ça très sympa. J'étais un peu plus surpris cette fois par la modernité du récit, je vous avoue. Je pense pas que fondamentalement, entre Who Goes There et Frozen Hell, ça change grand chose, hein, je vous dis sincèrement, ça change pas le cœur du récit, mais ce qui surprend toujours dans cette nouvelle, c'est sa modernité. Je veux dire, on est en 1938, et là par exemple, en ce moment, je relis des récits de Ray Bradbury, ses premières nouvelles, qui datent de la même époque, à peu près, hein, et franchement, on n'est pas dans le même monde. Hein. Chez Ray Bradbury, on imagine des gens qui vivent tranquillement à la surface de Mars, on est dans une espèce de pulp SF fantasy. Là, dans The Thing, de John Campbell, on est dans un récit très terre-à-terre, et surtout, c'est très surprenant de voir à quel point tous les éléments du futur film de Carpenter sont déjà là, en 1938. Hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà tous les noms qu'on connaît, il y a Blair, MacReady, Bennings, Gary, Conant, Clark, bref, ils répondent tous présents, il y a les chiens, il y a le test de l'aiguille, hein, dans le sang pour tester, voir si l'humain est une créature ou un homme. Il y a le feu, hein, on essaye de cramer la créature pour la faire disparaître. Et il y a surtout cette histoire d'assimilation qui est vraiment déjà bien mise en avant. Sincèrement, en lisant la nouvelle, on se dit que Carpenter a fait un beau boulot. Oui, le film de 82 de Carpenter est quand même une adaptation assez fidèle de ce récit. C'est assez hallucinant de voir ça. Il y a vraiment un côté SF très appuyé, très sérieux, cette espèce de fable un peu sur la folie scientifique des hommes qui des fois vont toucher à des choses qu'ils ne devraient pas toucher et qui va provoquer leur perte. Tout est déjà intégralement dans ce récit. C'est un grand récit paranoïaque, hein. C'est un récit de paranoïa. Il y a cette histoire de la créature qui va prendre les apparences des uns, des autres, on ne sait pas qui est qui. Littéralement, le titre de la nouvelle annonce la couleur, hein. Who Goes There, ça veut dire qui va là, dans le sens mais qui es-tu ? Qui va là, et c'est une nouvelle très courte, hein, ça se lit en 1 heure, c'est vraiment très rapide, mais je trouve ça juste passionnant. Passionnant, encore une fois, au sens du récit en lui-même, qui est vraiment moderne, novateur pour l'époque, c'est incroyable, et passionnant de voir à quel point Carpenter a respecté l'esprit de ce récit. Mais avant Carpenter, il y a Howard Hawks et Christian Nyby. The Thing from Another World, c'est un film qui sort en 1951. Alors là, autant le dire, déjà, première erreur, on attribue souvent ce film à Howard Hawks. En réalité, il est signé Christian Nyby. Alors il y a eu des discussions depuis la sortie du film pour savoir à qui attribuer vraiment la paternité du film. Howard Hawks, c'est un peu le mogul de l'époque, donc c'est sûr qu'il est là, il retouche le scénario, il est producteur, il s'invite sur le plateau, il dirige certaines scènes. Ça s'est vérifié, on va dire, mais Christian Nyby a toujours revendiqué la paternité de son film, il l'a dit, hein. Il l'a dit noir sur blanc, il a dit non, c'est moi qui ai tourné le film, même si on avait quelques avis un peu contradictoires de certains membres de l'équipe. Bref,
Le mystère plane encore, moi j'aurais tendance à croire que c'est quand même Christian Levy qui a réalisé son film, avec l'accompagnement, on va dire, très présent d'Howard Hawks. Toujours est-il que le récit se présente totalement différemment dans cette adaptation. On est plus proche d'un récit de monstre classique, hein. On a un mec en costume qui vient faire peur. Alors là, il n'est plus du tout question d'atmosphère paranoïaque. On change les noms des personnages, donc c'est un récit qui est basé vraiment de loin sur la nouvelle originale. Les personnages n'ont plus les mêmes noms, il y a 2 femmes au casting, ce qui est quand même dans une histoire d'homme. C'est un vrai film de bonhomme, hein. Il n'y a pas de femmes dans le récit, là on en glisse 2. Pas d'histoire de paranoïa, hein, parce que la créature elle est là, c'est un monstre de carnaval. Qui vient juste dévorer, absorber le sang de ses victimes. C'est un monstre d'espèce végétale. Enfin, c'est un peu bizarre, mais il change pas de forme ni rien. C'est vraiment le mec en costume, classique. Et c'est un film qu'on peut voir comme une parabole sur l'Amérique post-Hiroshima. L'Amérique se rend compte que des fois, aller un peu loin dans les découvertes scientifiques et tout, ça peut mener à la destruction. C'est un petit peu une parabole autour de ce film. Ce film rencontre un beau succès. Un très très beau succès, qui éclipsera même la même année d'autres films de SF comme Le jour où la Terre s'arrêta, que je trouve personnellement de bien meilleure qualité. En réalité, ce film, je le trouve pas magnifique. Sincèrement, c'est une petite péloche. Je pense que l'histoire aurait pu l'oublier. Alors attention, là, bien sûr, c'est que mon avis. Je sais que par exemple, Carpenter adore ce film. Hein, il lui fait référence dans Halloween. Je crois que Halloween, les jeunes regardent un moment un film et c'est ce film-là. Et il est très apprécié, mais je le trouve sympa. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on a tiré de la nouvelle originale, à part une équipe de personnages perdus dans une base en Antarctique? Franchement, pas grand-chose. Et d'ailleurs, personnellement, si je me permets une petite aparté, je trouve qu'on retrouvera plus l'atmosphère paranoïaque de The Thing dans l'invasion des profanateurs de sépulture, Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel en 56, qui lui, pour le coup, est vraiment plus une parabole paranoïaque sur le macartisme, sur le communisme, sur ah, ton voisin, t'as l'impression que c'est ton voisin, il te sourit, mais en fait tu sais pas ce qui se cache derrière le masque. Enfin bref, pour moi ce film il est représentatif de son époque, il est bien dans les films de SF des années 50, une créature, des gens, un héros courageux, voilà. C'est, encore une fois je le dis, moi je trouve pas ça fantastique, il y avait moyen de faire mieux, et on va faire mieux 30 ans plus tard, en 82, avec la sortie de The Thing de Carpenter. Alors aujourd'hui, The Thing, c'est un film culte, c'est un espèce de film, une fable de fin du monde, littéralement, qu'on peut voir encore plus à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, avec cette espèce de course en avant de l'humanité pour aller faire fondre les glaces, dégager le permafrost et en sortir on ne sait trop quoi. C'est un récit presque Lovecraftien, enfin je trouve ça extraordinaire avec cette créature magnifique, c'est l'un des films que je préfère. Bien entendu, je vous ai déjà parlé de Predator sur cette chaîne, bah là on est encore dans un de mes all-time favorites, j'adore The Thing. C'est-à-dire quand je l'ai découvert tout jeune, ça m'a marqué au fer rouge, marqué à jamais, je ne changerai rien dans ce film, c'est une perfection. Peut-être un plan à la réflexion, à force de le voir, de le revoir, de le re-revoir, de le redécouvrir aujourd'hui en 4K, franchement il y a peut-être un tout petit plan d'effets spéciaux où je me dis ah celui-là il est un peu moyen. Un plan, hein, genre 2 secondes dans tout le film, et je trouve que ce film c'est une perfection absolue, et on aura donc du mal à croire qu'il n'a pas eu un gros succès à sa sortie, ben ouais, parce qu'il a eu une gestation difficile. Le film, on commence à en parler au début des années 70. Le film sort en 82, mais au début des années 70, on commence à en parler. À l'époque, David Foster et Lawrence Truman vont approcher les pontes de la Universal pour développer une nouvelle version de The Thing from Another World. Alors petit à petit, le projet se met en place, on essaye, on fait circuler pas mal de scénaristes et de réalisateurs à la tête du projet. Carpenter, c'est loin d'être le premier choix. Faut dire que quand le projet commence à voir le jour, à pousser un petit peu, Carpenter, c'est juste personne. Donc à la tête de ce film, on prévoit Toby Hooper, et puis on n'aime pas trop le traitement qu'il en donne avec son scénariste, donc ça passe dans les mains de John Landis, et le film végète comme ça, sans vraiment voir le jour. Il y a quand même des choses qui vont se passer. En 79, c'est la sortie d'Alien, un carton monumental. Bien sûr que cette sortie va aider le projet à voir le jour, et le transformer en priorité pour Universal, en gros budget pour Universal, et Carpenter va venir sur le projet, parce qu'en 78 c'est Halloween, pareil, énorme succès, donc finalement Carpenter est pas plus mal placé que ça pour réaliser le film. Alors je vous parle d'un gros budget, il faut savoir que pour l'époque, un gros budget, on parle de 10 millions de dollars qui va être alloué au film, dont 200 000 pour les effets spéciaux. Ça paraît une enveloppe un peu rikiki aujourd'hui, mais avec le change et tout ça, avec l'évolution des cours, franchement, c'est déjà une belle enveloppe. Mais vous remarquerez, 10 millions pour le film, 200 000 pour les effets spéciaux. Quand vous voyez la gueule des effets spéciaux dans ce film, qui était totalement novateur pour l'époque, on se dit que c'est peu, et forcément ça fera peu.
Le film subit un peu des problèmes de développement, évidemment, on va tourner en Alaska, il y a de gros problèmes quand même sur ce film, vous pouvez l'imaginer. On tourne une partie en studio, mais il y en a beaucoup qui sont tournés dans des décors naturels, tout le monde se les pèle, les appareils ont du mal à résister, les lentilles se fracturent parce que à cause du froid, il fait trop froid là-bas. Bref, on va pas y revenir, vous pourrez regarder un petit peu sur le net si ça vous intéresse, mais le tournage c'est juste un enfer. Le budget de 10 millions gonfle à 15 millions, bien entendu, on pouvait s'y attendre, et sur ces 15 millions, 1,5 million vont être réservés aux effets spéciaux et à la créature créée par Rob Bottin, qui n'est ni plus ni moins qu'une merveille, une prouesse technique pour l'époque, mais qui aura englouti donc une bonne partie du budget. Alors on pourrait parler de beaucoup de choses dans ce film, ça c'est un film de bonhomme, pour le coup il n'y a pas de femme dans le film, on respecte vraiment l'esprit de l'œuvre originale, le climat de paranoïa, tout est là, on a décidé de créer une créature vraiment impressionnante. D'ailleurs je vous dis qu'il n'y a pas de femme, c'est faux, il y a la voix d'Adrienne Barbeau, qui est à l'époque la compagne de John Carpenter, qui fait la voix du jeu d'échecs auquel joue MacReady, interprété par Kurt Russell. D'ailleurs, Kurt Russell, c'est le dernier casté sur le film, c'est le premier à être associé au projet, parce qu'avec Carpenter, il va commencer à développer le projet, comme ça, ils sont un peu potes tous les deux, donc ils vont commencer à travailler dessus. Mais Russell sera le dernier à signer en 81. Il faut aussi parler de la partition de Morricone. Voilà, Morricone développe une partition, on ne peut pas faire plus Carpenter, je ne sais pas si Ennio a déjà fait une autre partition un peu synthétique comme ça. Alors pareil, l'histoire de la partition de The Thing est assez intéressante. Vous pouvez regarder ça, mais il y a un moment, Carpenter arrivait avec des idées qu'il balançait à Morricone, et Morricone lui dit carrément mais pourquoi est-ce que tu m'as choisi si t'es capable de le faire toi-même » Et Carpenter, la légende veut qu'il lui ait répondu ah parce que j'ai joué ta musique lors de mon mariage, alors j'avais envie que ce soit toi qui compose la musique du film. » Voilà, il n'empêche que Morricone travaille un petit peu avec Carpenter, sous ses indications, qu'il compose plusieurs BO pour le film, certaines instrumentales, comme il en a l'habitude, et puis une partition synthétique comme ça. Je vous laisse deviner quelle partition Carpenter a choisi. Quand je vous dis que c'est un vrai film de fin du monde, c'est un vrai récit, une vraie parabole sur ce qui se passe aujourd'hui, avec cette quête éperdue de l'humanité à aller chercher les ressources, au prix de tous les dangers, de tous les risques. Et pour la petite histoire, à l'origine, on avait prévu une fin un peu plus positive à ce film, fin qui a bien entendu été refusée par Carpenter lui-même, mais on avait prévu que MacReady s'en sorte, qu'il fasse un test sanguin, que tout aille bien, dans le meilleur des mondes, pas du tout, la fin telle qu'on l'a est soumise à plein d'interprétations, il y a plein d'interprétations sur le net, à la fin, cette discussion entre Childs et MacReady, est-ce qu'il lui offre un coup à boire, est-ce qu'il lui offre en réalité une bouteille de kérosène, on sait pas trop, cette histoire de la buée qui sort de la bouche d'un des personnages et pas de l'autre, comme pour montrer que l'un est humain et pas l'autre, une fin sur laquelle plein de gens se sont penchés, voilà, soumise à plein d'interprétations, un film devenu vraiment culte avec les années, parce que vous allez avoir du mal à le croire, mais ça a été un flop monumental à sa sortie. 20 millions ramassés, on parle de 15 millions de dollars de budget, hein, donc 20 millions ramassés, tout mouillé de chaud, donc c'est loin, très loin d'être un succès. Heureusement, c'est l'époque de l'explosion de la home vidéo, on peut se le choper en cassette vidéo, tout ça, tranquille chez soi, le film explose, acquiert rapidement quand même un statut culte, pour devenir l'un des plus grands classiques du cinéma de science-fiction. Il faut parler rapidement là de la préquelle, sortie en 2011 sous le titre The Thing, tout simplement, de Matthias van Einigen, un néerlandais dont j'écorche sans doute le nom. Franchement, je la trouve assez incroyable, j'adore cette préquelle. Alors je sais qu'elle a été, par les gardiens du temple, un peu démontée, il est quand même apprécié le film. Moi personnellement je l'adore, je le trouve vraiment très très bon, il raconte une partie de l'histoire qu'on n'avait pas vue. Est-ce qu'on avait besoin de la voir ou pas? Franchement, on n'avait pas du tout besoin de la voir, mais en l'état, c'est respectueux de l'œuvre originale, il y a une très belle musique, de très bons acteurs, les effets spéciaux sont raccord avec ceux du film de Carpenter, la fin est parfaite, on a envie de se mettre un film derrière l'autre, c'est juste brillant, franchement, je trouve cette préquelle brillante, c'est exactement ce que je voulais voir en allant voir une préquelle de The Thing. Mary-Elizabeth Winstead est très bien, alors on peut toujours discuter de savoir si la fin dans le vaisseau, c'est pas un petit peu too much, et le fait de voir la créature un petit peu trop, c'est aussi un petit peu too much. Moi je trouve pas du tout, je trouve surtout que le film est intelligemment calqué sur celui de Carpenter, assez intelligemment pour donner une espèce de fable miroir par rapport au film original, et à travers là on se rend compte que, quoi qu'il se passe, à chaque fois que la créature sera intégrée dans un écosystème, elle en prendra le contrôle de la même façon, c'est-à-dire en créant la paranoïa, avec des gens qui littéralement se tirent dessus. Je trouve qu'à ce niveau-là c'est vraiment bien fait, on comprend encore plus, en voyant cette préquelle, pourquoi il faut surtout pas qu'elle s'échappe. Quand je vous parle de film de fin du monde en parlant de The Thing, c'est que bien évidemment, que de toute façon, une découverte comme ça, on
On peut pas l'enfermer, on peut pas la cloisonner, c'est donc selon moi un vrai film d'apocalypse. Un petit mot sur les comics, parce que The Thing n'a pas engendré grand-chose comme mythologie en réalité, c'est pas Star Wars, il n'y a pas des trucs dans tous les sens. Il y a quelques comics qui sont sortis en 91 et 92 chez Dark Horse, on parle beaucoup de Dark Horse dernièrement, on parlera encore plus de la compagnie dans une émission prochaine, mais chez Dark Horse, il y a eu 3 comics qui sont sortis, alors 3 comics en plusieurs fascicules à chaque fois, il y a eu The Thing from Another World, puis Climate of Fear, 91, 92, et puis Eternal Vows ou quelque chose comme ça. Comics très fréquentables, faut que je les retrouve parce qu'ils sont dans ma collecte quelque part, je sais pas où ils sont. Je crois que Eternal Vows, je l'ai jamais eu, il me semble. Mais les 2 premiers sont vraiment bien, c'est peint, c'est très fidèle à l'esprit du Carpenter, franchement c'est très bien, avec cette histoire de The Thing transposée sur une île tropicale, donc il n'y a plus la glace, il n'y a plus le froid, c'est vraiment chouette. Si vous arrivez à tomber dessus, parce que c'est plus du tout édité, ça se trouve plus du tout, mais si vous arrivez à tomber dessus, par chance, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup d'œil. Depuis 2011, plus de nouvelles, et là voilà qu'arrive en début d'année cette annonce, un nouveau remake signé Jason Blum. Jason Blum, on a parlé de lui sur cette chaîne, vous savez qui c'est le chantre des petits budgets, qui produit tout un tas de petites péloches, qui a fait suffisamment d'argent maintenant pour bosser avec les gros studios, donc les derniers Halloween, c'est lui qui produira la prochaine séquelle de The Exorcist. Si vous n'étiez pas au courant, il y a un Exorcist qui arrive très prochainement, c'est produit par Jason Blum, avec Ellen Burstyn qui reprend le rôle de la mère de Reagan. À quoi s'attendre? J'en sais rien du tout, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Toujours est-il qu'il annonce une nouvelle adaptation de la nouvelle originale, mais de Frozen Hell, donc la nouvelle originale telle que redécouverte dernièrement en 2019 par John Gregory Betancourt. John Gregory Betancourt, qui c'est un petit peu l'exécuteur testamentaire de Campbell. En fait, en gros, c'est le mec qui gère l'héritage des ayants droit de Campbell. C'est un mec qui a apparemment un peu les dents longues, alors je dis ça, je le connais pas du tout, mais juste parce qu'à force de lire des bouquins, des avant-propos de lui, ce qu'il dit sur l'univers de The Thing, on sent que lui, il a pas envie de laisser dormir la créature tranquille dans son coin, il a envie de capitaliser là-dessus, et un maximum. C'est lui qui a monté un Kickstarter pour publier Frozen Hell, c'est lui qui est à l'origine de cette nouvelle adaptation de Jason Blum, c'est lui qui a écrit une nouvelle, alors il a publié récemment un recueil de nouvelles qui s'appelle Things, au pluriel From Another World, qui est assez sympa, je suis en train de le lire, alors, ce que j'en ai lu pour l'instant c'est pas mal, c'est des courtes nouvelles, il y a des noms comme Alan Dean Foster, qui avait déjà fait les novélisations d'Alien par exemple, qui écrit une courte nouvelle où il imagine une fin à l'histoire originale un peu différente, avec MacReady qui meurt et tout ça. Enfin bref, ce sont des nouvelles qui explorent un petit peu la mythologie The Thing. Quand je vous dis que John Gregory Betancourt a les dents longues, à mon avis, c'est parce que dans son avant-propos, il précise que toutes ces nouvelles, c'est un petit peu un travail de fiction, de fantasy, comme une version alternative de The Thing, mais que le récit que lui a écrit dans le recueil doit être considéré comme canon. C'est ce qu'il dit. Donc je pense que lui, il est là pour faire de la pépette, sur le dos de John Campbell. Et il y a quelques trucs que je voudrais éclaircir tout d'abord, c'est que vous allez entendre partout dire que, ouais, parler d'un remake de The Thing comme d'une œuvre hérétique, c'est se tromper de débat, parce que le Carpenter était déjà un remake du Hawks. Pas du tout, hein. Le Hawks, chez RKO, c'est un film totalement décorrélé. Carpenter l'adorait, mais il trouvait pas que la créature était fantastique. Et sincèrement, ça n'a rien d'un remake du Hawks. Le Carpenter, c'est une adaptation plus fidèle du roman de Campbell. C'est en aucun cas un remake du Hawks. Je pense qu'on a peut-être négocié les droits avec RKO à l'époque pour éviter de se prendre un procès ou je sais pas quoi, mais j'ai jamais considéré le Carpenter comme un remake. J'ai considéré le Carpenter comme une adaptation plus fidèle de l'œuvre originale. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée que ce remake? Eh ben franchement, je pense pas. Alors, je suis un grand fan de préquels, de séquelles, tout ce que vous voulez de suite. Je suis vraiment pour développer tous ces univers qui ne demandent qu'à être développés en fait. Moi quand on a annoncé plein de Star Wars, qu'on a parlé très vite de Star Wars fatigue aux États-Unis, moi pas du tout. Moi je pense que l'univers de Star Wars, ça fait des années et des années qu'il aurait dû être développé comme ça. Alors tout ne peut pas se développer comme ça, n'importe comment. On a parlé dernièrement des univers genre Terminator, Predator, on peut pas faire n'importe quoi, surtout avec The Thing. Mais avouez que quand même le postulat de départ de cette histoire ouvre des portes et à un potentiel complètement fou. Donc je pense qu'on peut le développer. J'étais très content de voir cette préquelle que j'adore. J'adore la préquelle, hein, franchement, elle fait flipper, la créature fait vraiment flipper. Il y a des moments qui sont vraiment des scènes d'anthologie, littéralement. Et séquelles, préquelles, j'adorerais voir une séquelle des Goonies, par exemple, aujourd'hui. Par contre, je suis moins fan des remakes. Les remakes, j'aime moins parce que je pense qu'on prend quelque chose qui a déjà été fait et on le refait. Alors, j'applaudis des deux mains sur certains remakes parce que je pense que l'œuvre originale bénéficiait manquait de moyens, n'a pas acquis un statut culte. Je suis plutôt pour remaker des petites péloches, des trucs. Je vous avoue que j'adore, vous le savez, les remakes par exemple de Massacre à la tronçonneuse, les remakes des films de Wes Craven, tels La colline à des yeux ou La dernière maison sur la gauche, mais en gros, les remakes, je me méfie toujours un petit peu, surtout quand on s'attaque à des monuments du cinéma. The Thing, c'est pas juste un film comme ça, qui est passé, qui a vaguement un statut culte,
C'est un monument fondateur de toute l'histoire du cinéma horrifique et de science-fiction. C'est en plus un film intemporel, hein, je veux dire, ça peut se passer n'importe quand, je veux dire, il n'y a pas d'allusion aux années 80, 90, 50, on sait pas trop quand ça se passe, c'est une fable écologique avant-gardiste, et franchement, je vois pas du tout l'intérêt aujourd'hui d'en faire un remake. Une suite, oui bien entendu, une suite où on... Parce que la soif des scientifiques va pas s'éteindre avec Macready, je veux dire, quelque part on se dit qu'il y a toujours dans les glaces, dans l'Antarctique, une créature congelée qui ne demande qu'à être découverte. D'ailleurs dans le récit original, ils veulent déterrer la soucoupe, et puis ils font une erreur, c'est un espèce d'alliage de métaux qu'on n'a jamais vu, ils veulent la déterrer avec une charge thermale, non thermale c'est à Vichy, une charge thermique, et du coup ils font exploser la soucoupe, enfin bon bref, des trucs qu'on voit pas trop dans le Carpenter, mais on se dit qu'il y a toujours dans les glaces du coup quelque chose qui demande à être redécouvert, ça laisse la porte ouverte à plein d'histoires. Un remake par contre, repartir, ça me paraît vraiment pas une bonne idée, pour la simple et bonne raison que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire que le récit de Carpenter était déjà collé à l'œuvre originale. Maintenant que Bloom et l'ami John Gregory se cachent derrière le côté on va être plus fidèle à l'œuvre de Campbell, on va respecter le récit à la lettre, il n'y a aucune raison, parce que si vous respectez ce récit à la lettre, vous allez vous retrouver avec un nouveau The Thing, forcément moins bon que celui qu'on a eu, parce que tout était parfait dans ce film. Là, il n'y a rien à refaire. Donc vous allez, on va faire quoi? Un récit un peu de paranoïa, on va essayer de créer une nouvelle créature, forcément, on va s'appuyer à fond sur le récit de Carpenter, forcément, on peut pas l'ignorer, et d'un autre côté, on va essayer de faire du neuf avec du vieux, et quand est-ce que ça a marché dans l'histoire du cinéma? Je vous le demande. Là, en tête, j'ai Total Recall de Verhoeven. Le remake de Total Recall n'était pas complètement mauvais, moi je le trouvais plutôt sympa. Il était jamais aussi bon que quand il tentait de s'éloigner de l'œuvre originale, mais alors quand il tentait de s'y mesurer, avec certaines séquences, c'était ridicule. C'est-à-dire quand on calquait des séquences du film original sur le remake, eh ben ça passait pas du tout, et j'ai peur que The Thing ça fasse ça. Alors moi je suis pour de toute façon, libre à nous, comme je le dis souvent, de l'ignorer ce film, hein, de décider de pas en tenir compte, et puis on va pas juger d'un film qui est même pas encore tourné, mais franchement ce projet j'y crois pas du tout. Autant je crois en Jason Blum, vous le savez, hein, j'aime bien ce qu'il fait, je trouve ça sympa, autant là, sur ce coup-là, alors à moins qu'on nous fasse l'artifice du reboot, c'est-à-dire qu'on utilise le film de Carpenter, et puis qu'au final ça soit plus une séquelle qu'un remake, c'est-à-dire qu'on prenne une nouvelle équipe de personnages qui sont envoyés sur place, j'en sais rien, je sais pas ce qu'on peut faire. Mais bon bref, vous aurez compris que c'était pas la nouvelle qui m'a fait sauter de joie et monter au plafond. Et c'est donc tout pour aujourd'hui, j'aimerais bien avoir votre retour sur ça. Franchement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le Carpenter autant que moi? Ça je suis sûr que oui. Est-ce que vous avez un amour immodéré pour le Howard Hawks et Christian Nyby? Et pourquoi pas? Et est-ce que vous êtes impatient ou curieux de jeter un œil à ce nouveau remake? Est-ce que vous pensez qu'il verra effectivement le jour? Moi je pense qu'il va avoir le jour, ça c'est sûr, mais j'ai peur que ça soit juste un effet d'annonce et un pétard mouillé, voilà. Et c'est donc tout pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là et que cette émission vous a plu, si vous êtes encore là, c'est que je pense qu'elle vous a intéressé un petit peu, n'hésitez pas, le petit pouce qui va bien, ça fait plaisir, le petit commentaire pour laisser une trace de votre passage, et moi je vous dis comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous, allez au cinoche, une belle rentrée, mais alors, je sais pas au moment où je tourne cette émission, quand est-ce que je la diffuserai, donc à mon avis la rentrée elle sera loin derrière nous, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire, comme d'habitude, à la prochaine, ici, sur cette même chaîne. Ciao! Well, what do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens.